Eh bien, cela fait partie du processus et des négociations en cours. Ce qu'ils nous disent en privé sera vérifié et nous veillerons à ce qu'ils soient tenus responsables de leurs paroles. Et si cela n'arrive pas, le président a déjà clairement indiqué les conséquences militaires auxquelles le régime iranien sera confronté s'il ne respecte pas ce qui a été dit. En coulisses, le président affirme qu'ils sont plus raisonnables et effectivement, ces personnes le sont lors de discussions privées. Contrairement aux dirigeants précédents qui ne sont plus parmi nous parce qu'ils ont menti aux États-Unis et nous ont trompés lors des négociations, ce qui était inacceptable pour le président. Et c'est pour cette raison que beaucoup ont été tués. C'est une autre occasion historique pour l'Iran de faire ce qu'il faut, d'abandonner ses ambitions nucléaires et de parvenir à un accord avec ce président, où ils feront face aux graves conséquences des forces armées des États-Unis qu'ils continuent de voir chaque jour lors de cette opération. Concernant le DHS, pendant combien de temps l'administration peut-elle continuer à payer la TSA sans une intervention du Congrès ? Et sans vouloir être hyperbolique, mais étant donné que les aéroports étaient vraiment le point de blocage qui poussait les deux parties à se parler. Je veux dire, voyez-vous un moyen pour que le DHS rouvre ? Est-il possible que cela continue jusqu'aux élections de mi-mandat ? Eh bien, nous l'espérons certainement, je veux dire. Le président ne peut pas continuer à signer des mémorandums et des proclamations à chaque fois que le Congrès ne fait pas son travail, pendant que les démocrates prennent tout notre pays en otage. En sélectionnant les agences à financer uniquement parce qu'ils désapprouvent les politiques de cette administration, cela ne devrait pas fonctionner ainsi. Ils ont voté 7 fois contre le financement du DHS pour des raisons partisanes et politiques. Le président est une nouvelle fois intervenu pour agir comme il le fallait, mais il encourage également le Congrès à retourner à Washington pour résoudre définitivement ce problème et financer et rouvrir complètement le département de la sécurité intérieure. Caroline, 2 questions, une sur la TSA et une autre sur l'Iran concernant la TSA pour les Américains d'ordinaire qui regardent la conférence de presse. Combien de temps avant un retour à la normale dans les aéroports ? Après l'action du président sur l'Iran et le délai, Trump évoquait d'abord 4 semaines. Le secrétaire Rubio a indiqué vendredi que cela pourrait encore prendre 2 à 4 semaines, le délai actuellement envisagé par le gouvernement. Concernant le calendrier, le président, le commandant en chef et le Pentagone affirment que la durée de l'opération Epic Fury est de 4 à 6 semaines. Aujourd'hui, nous sommes le 30. Donc, encore une fois, il suffit de faire le calcul pour savoir combien de temps il reste au Pentagone pour atteindre pleinement les objectifs de l'opération Epic Fury. Je vais réitérer, détruire la marine iranienne, ses missiles balistiques, démanteler son infrastructure de production de missiles et de drones et affaiblir nettement ses groupes supplétifs. Lors de cette opération, il s'agit aussi d'empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire. Pour votre première question, Steven, sur la TSA et les aéroports, rien ne redeviendra vraiment normal tant que les démocrates n'auront pas fait ce qu'il faut et financé pleinement cette agence. Encore une fois, le président est intervenu pour agir correctement et mettre fin à cette crise dans le transport aérien et dans les aéroports à travers tout le pays. Mais, encore une fois, le Congrès doit revenir. Les démocrates doivent financer le département de la sécurité intérieure afin que nous puissions officiellement garantir que ces excellents employés soient payés sur le long terme. Il s'appelle Jonathan Caroline. 2 questions sur les coûts de la guerre lors de la guerre du Golfe. En 90 et 91, les pays arabes ont payé la majeure partie des coûts. Koweït, Arabie Saoudite et Émirats arabes unis. Qui paie le coût de cette guerre? Ces pays arabes vont-ils accepter de payer? Eh bien, je pense que c'est quelque chose que le président aurait tout intérêt à leur demander de faire. Je ne vais pas parler à sa place, mais c'est certainement une idée qu'il a et, sans aucun doute, c'est quelque chose dont vous entendrez encore parler de sa part. Et, deuxièmement, le prix du diesel est en moyenne de 5,38 $ par gallon. Aujourd'hui, quel est le message de l'administration Trump pour les routiers qui font face à ces coûts élevés de carburant? Maintenant, encore une fois, nous comprenons, nous vous entendons, nous vous voyons. Nous suivons de près cette fluctuation à court terme des prix du pétrole et du diesel. C'est pourquoi le président et son administration annoncent régulièrement des mesures fortes pour stabiliser le marché mondial de l'énergie. Comme vous le savez, l'assurance contre les risques politiques permet au pays d'acheter du pétrole sanctionné pour accroître l'offre. En attendant, nous avons travaillé pour libérer 400 milliards de barils de pétrole et de produits raffinés. Nous avons également accordé une dérogation à la loi Jones pour 60 jours. Tout cela vise à augmenter l'offre afin de stabiliser le marché pendant cette période.
Mais le message général, comme nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises, c'est que, encore une fois, ce sont des mesures à court terme et des fluctuations de prix à court terme, pour le bénéfice à long terme. D'éliminer la menace que l'Iran représente pour les États-Unis d'Amérique, nos troupes et nos alliés dans la région. Et garantir que ce régime ne contrôle plus le flux d'énergie mondial par le détroit d'Ormuz, ce que le gouvernement combat chaque jour. Carolina, Jennifer, juste 2 questions. Quelle Jennifer? J'irai. À tous les 2. Vas-y, 2 questions sur la Chine et l'Iran sur la Chine. Avant l'arrivée du président à Pékin, il y aura une réunion de travail avec la secrétaire Bézan et Jamieson Greer. Quand cela aura-t-il lieu? Je ne sais pas. J'espère que des membres du cabinet iront en Chine avant, mais je n'ai pas de détails sur leur agenda. Comme vous le savez, c'est courant lors des voyages internationaux. Je vais parler au Trésor et au cabinet pour obtenir cette réponse pour vous. Mais nous espérons qu'ils partiront à l'avance. D'accord, merci beaucoup. Et à propos de l'Iran, si l'Iran sélectionne quels pétroliers peuvent passer par le détroit et en tenant compte de l'imposition de taxes élevées à ceux-ci? Oui. Et comment cela est-il cohérent avec le message du président qui souhaite que le détroit reste ouvert? L'administration soutient-elle vraiment un système dans lequel l'Iran impose des péages à ses navires pour y avoir accès? Nous ne soutenons pas cela et je rejetterai l'idée qu'ils choisissent de façon sélective. Ces pétroliers, les 10 annoncés précédemment et les 20 nouveaux que nous attendons dans les prochains jours sont le résultat des discussions directes et indirectes entre les États-Unis et l'Iran. Par conséquent, ils ne passeraient pas sans la diplomatie du président et l'implication de son équipe. Nous attendons désormais une conformité totale et poursuivons notre collaboration étroite sur ce sujet. Caroline. Merci à tous devant, derrière la scène. Là-bas, vous étiez très enthousiastes. Faites un signe. Anna News Nation, merci. J'ai 2 questions rapides pour vous. Il y a des rapports selon lesquels les républicains envisagent des coupes dans la santé pour financer les 200 milliards du Pentagone et de l'opération Epic Fury. Le président Trump soutient ce type d'échange. J'ai vu ces rapports, mais je n'ai pas parlé au président, ni entendu que le sujet ait été abordé lors de réunions de haut niveau à la Maison-Blanche. Je ne vais pas me prononcer de façon définitive, car je n'ai pas entendu ce sujet être discuté ici dans l'aile ouest. Deuxièmement, je sais que Trump dit que nous sommes en avance sur le calendrier pour atteindre ses objectifs militaires en Iran. Il avait prévu de 4 à 6 semaines pour ce conflit et nous en sommes déjà à la 5e. Alors, comment concilier cela? Le calendrier était de 4 à 6 semaines. Vous avez dit que nous en sommes au 30e jour de l'opération. J'ai fourni des mises à jour du Pentagone sur les objectifs atteints et les forces armées ont été très efficaces. Nous devons tous être fiers des forces armées pour ce qu'elles ont accompli au cours des 30 derniers jours. La mission se poursuit jusqu'à l'atteinte des objectifs, le délai de 4 à 6 semaines restant inchangé. Je n'ai pas d'informations nouvelles. Caroline Jake. Oui, comme d'autres. Une question sur la TCA, une sur l'Iran, et bien sur l'Iran. Je sais qu'il est difficile d'évoquer des hypothèses, mais je pense que vous pourriez répondre à celle-ci. Si le président cherche vraiment à... Nous n'entendrons probablement pas. Si le président ou Okwa veut engager une guerre terrestre, il demandera l'autorisation du Congrès. Écoutez, le président a déjà été interrogé plusieurs fois sur la présence de troupes au sol ou d'opérations terrestres, et il a refusé d'écarter cette possibilité. Le Pentagone doit fournir au président un maximum d'options. Cela ne signifie pas qu'il ait pris une décision, ni qu'il ne préviendrait pas les médias d'une telle décision afin de ne pas alerter l'ennemi. En ce qui concerne le respect des décisions du Congrès et de l'État de droit, le gouvernement le fera toujours. Le président respecte profondément le rôle du Congrès dans toutes les opérations militaires. En fait, avant le lancement de l'opération Epic Fury, le gouvernement a donné une notification à titre de courtoisie au Congrès et au groupe des 8. De plus, des hauts fonctionnaires, des membres du cabinet et des secrétaires se sont rendus au Congrès à plusieurs reprises au cours des 30 derniers jours pour fournir ces importantes informations communiquées à titre de courtoisie, chaque fois que cela a été demandé. En passant maintenant à la TSA, plusieurs partisans de Trump sont venus me questionner au sujet du mémorandum du président demandant au DHS de payer les employés. Je sais qu'il y a beaucoup de négociations impliquées dans une paralysie d'une telle ampleur. Pourquoi le président n'a-t-il pas versé ce paiement aux employés de la TSA avant? C'est à cause des démocrates qui ont voté 7 fois contre la réouverture du département de la sécurité intérieure que nous faisons face à une crise existentielle. Je veux dire, vous avez vu les files d'attente dans plusieurs grands aéroports du pays. Les voyageurs américains perdent vraiment le prix des jeux partisans des démocrates.
Le président a travaillé avec son équipe juridique et le bureau du budget pour résoudre l'urgence concernant les voyages aériens à travers le pays. Et c'est grâce au président que les agents de la TSA sont là. Et c'est pareil. Mais il demande au Congrès de revenir à Washington, de financer et de rouvrir complètement le département de la sécurité intérieure. Sarah, bien sûr. Moi, Lindsay Ellis du Wall Street Journal, j'essaie de concilier les principaux objectifs du gouvernement. Avec la réouverture totale du détroit d'Ormuz, Trump gagnerait et mettrait fin aux opérations en atteignant les 4 objectifs, même si le passage par le détroit restait lent. Écoutez, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et comme le président l'a clairement indiqué, les objectifs de l'opération Fureur épique sont de détruire la marine iranienne, ses missiles balistiques, de démanteler son infrastructure industrielle de défense qui produit des armes menaçant les États-Unis et leurs alliés et d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. La réouverture du détroit est un objectif sur lequel le gouvernement travaille, mais les objectifs principaux ont été définis pour le peuple américain par le commandant. Derek, s'il te plaît, écoute. Le président a publié ce matin une menace de détruire l'infrastructure de l'Iran, y compris les centrales électriques, les puits de pétrole, l'île de Harg et les usines de dessalement. Attaquer de telles infrastructures civiles est interdit par le droit international. Pourquoi le président menace-t-il de commettre un crime de guerre ? Et comment concilier cela avec le fait que le gouvernement affirme à plusieurs reprises que les frappes ne visent pas la population civile ? Ah, voyez-vous. Le président a été très clair avec le régime iranien, comme le montre la déclaration que vous venez de lire, que leur meilleure option est de conclure un accord. Sinon, les forces armées des États-Unis disposent de capacités au-delà de leur imagination et le président n'a pas peur de les utiliser. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Garrett, et tu utilises le mot potentiel pour une raison, parce que je suis sûr que certains experts te soufflent cela à l'oreille pour essayer de me poser cette question. Bien sûr, ce gouvernement et les forces armées américaines agiront toujours dans le cadre de la loi, mais pour atteindre les objectifs de l'opération Fureur épique, le président Trump avancera sans entrave. Et il s'attend à ce que le régime iranien conclue un accord avec le gouvernement. Lequel de ces objectifs serait le plus favorisé par la destruction d'une usine de dessalement ? Merci Caroline, mais je voudrais revenir sur l'Iran lorsque tu dis que les Iraniens avec qui tu es en contact sont plus raisonnables. Cette fois-ci dans la discussion, qu'entends-tu exactement, qui t'amène à cette conclusion et comment définis-tu ce qui est raisonnable par rapport à ce qui ne l'est pas ? Je ne commenterai pas les discussions privées et sensibles entre les États-Unis et l'Iran actuellement. Mais de manière générale ? En général, le président a déjà répondu. Leur position semble plus raisonnable. Ils ont accepté certains points des États-Unis, comme l'a indiqué le président hier soir à bord de l'Air Force One. En ce qui concerne les détails spécifiques, comme les négociations sont en cours, nous ne les rendrons pas publics, à moins que le président n'en décide ainsi, ce qui est son droit en tant que leader du monde libre. Cuba, monsieur le président, remettrait tout en cause. Elle enverrait du pétrole à Cuba, mais maintenant elle permet à ce pétrolier russe d'aller à Cuba. Cela représente-t-il un changement de politique ou est-il prêt à permettre à davantage de pétroliers d'entrer à Cuba ? Ce n'est pas un changement de politique. Il n'y a pas eu de changement formel dans la politique de sanctions. Comme le président l'a dit hier soir, nous avons permis à ce navire d'arriver à Cuba pour répondre aux besoins humanitaires du peuple cubain. Ces décisions sont prises au cas par cas. Comme l'administration l'a déjà dit, l'économie défaillante de Cuba ne peut pas être réparée. Sauf changement radical politique et de direction, aucun changement officiel sur la politique de sanctions n'a eu lieu. On peut donc s'attendre à ce que plus de pétroliers aillent de nouveau à Cuba. Ces décisions sont prises au cas par cas en ce moment. Obrigada, Carolina. Pour revenir à ce que vous disiez sur les messages contradictoires entre les États-Unis et l'Iran, le président affirme que les négociations avancent. Comme vous l'avez dit, il a affirmé que l'Iran acceptait la plupart des 15 points. Nous venons d'entendre l'Iran qui affirme qu'aucune négociation n'est en cours et juge la proposition excessive et irréaliste. Alors, comment expliquez-vous cela? Comment expliquez-vous cette divergence entre les deux? Je pense que le peuple américain est assez intelligent pour ne pas croire la parole d'un régime terroriste qui crie « Mort à l'Amérique » depuis 47 ans. Et j'espère que les journalistes dans cette salle seront assez sages pour ne pas croire un régime iranien qui a menti à plusieurs reprises sur notre pays, sur nos valeurs, sur tout le monde. Dans cette salle, franchement, depuis presque 5 décennies, donc je pense que le public américain est assez intelligent pour comprendre cela. Concernant les objectifs, vous avez montré, mais le président a fixé la date limite au 6 avril, soit dans une semaine.
Qu'est-ce que le président doit voir pour ne pas aller de l'avant avec ses frappes d'ici au 6 avril? Il a posté cela sur Truth Social plus tôt dans la journée. Il souhaite un accord sous 10 jours. Ce délai touche à sa fin, il reste quelques jours. Je ne vais pas me précipiter, nous verrons ce qui se passe à la fin des 10 jours. Merci. Une question sur l'Iran et une autre sur la grève. Le président dit que ceux qui négocient avec un régime plus raisonnable, mais maintenant, il y a des centaines de forces spéciales, comme les Navy SEALs et les Army Rangers, au Moyen-Orient, en plus des milliers déjà envoyés. Il essaie de mettre fin ou d'intensifier le conflit. Le président est concentré sur l'atteinte des objectifs de l'opération Epic Fury concernant les forces présentes au sol au Moyen-Orient. C'est la fonction du Pentagone de créer le maximum d'options possibles pour le commandant en chef. Cela ne signifie pas que le président ait pris d'autres décisions. Il reste concentré sur le fait de garantir que le Pentagone atteigne les objectifs de l'opération lancée il y a 30 jours. Nous sommes sur la bonne voie. Si un Américain chez lui l'entend dire « Je veux discuter, mais voit l'envoi de troupes dans la région », que doit-il penser de ce qui se passe là-bas? Il y a deux options ici. Le président a toujours dit que la diplomatie est sa principale option et priorité. Encore une fois, il a essayé sincèrement et de bonne foi de s'engager sur la voie diplomatique avec le régime iranien. Avant même que cette opération ne soit lancée, il voulait conclure un accord et a envoyé ses principaux négociateurs. Pour cela, ils ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à essayer de parvenir à un accord. Et malheureusement, le régime précédent, nombre de ses dirigeants ne sont plus là, ayant subi les conséquences. Ações militares dos Estados Unidos. Assim, s'il y a une chance d'accord, je le répète, le président reste ouvert, mais sans jamais perdre de vue les objectifs militaires établis il y a 30 jours et que nos forces continuent d'atteindre jour après jour. En parlant de la paralysie, il a signé l'ordre d'urgence nationale jeudi dernier, garantissant que les agents de la TSA soient payés. Mais d'autres employés civils du DHS restent sans salaire. Il va signer quelque chose pour garantir leur paiement également. Écoutez, le président cherchera toujours des moyens de s'assurer que le peuple américain soit pris en charge et il fera ce qui est juste pour eux. Mais c'est ridicule qu'ils doivent en arriver au point de travailler avec l'équipe juridique et le bureau de la gestion et du budget pour identifier ces ressources. C'est la fonction du Congrès de financer ces agences. Et les démocrates au Congrès ont déjà voté 7 fois contre le financement du département de la sécurité intérieure. Le Congrès devrait voter et trancher. Le président a encore décidé d'éviter ce que sa crise existentielle nous voyons dans les aéroports de notre pays et qui n'allait faire qu'empirer. C'est pourquoi il veut que le Congrès agisse. Merci Caroline, puisque tu l'as dit. Je me tourne vers toi. En parlant de Pâques et de prière, j'aimerais connaître ton avis sur le discours du pape. Le pape Pie a dit hier que Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui font la guerre. Pourrais-tu commenter? Je pense que notre nation a été fondée il y a presque 250 ans sur des valeurs judéo-chrétiennes. Et nous avons vu des présidents, nous avons vu des dirigeants du département de la guerre et nous avons vu nos troupes recourir à la prière pendant les moments les plus turbulents de l'histoire de notre pays. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ce que nos dirigeants militaires ou le président appellent le peuple américain à prier pour nos militaires et pour ceux qui servent notre pays. En fait, je pense que c'est une chose très noble à faire. Et si vous parlez à de nombreux militaires, ils vous diront qu'ils apprécient les prières et le soutien du commandant en chef et de son cabinet. Caroline, merci. Le président Trump a déclaré au New York Post qu'une réponse sera bientôt donnée contre la plus grande raffinerie de pétrole d'Israël. Y a-t-il un calendrier pour cela? Est-ce que cela est lié au succès des négociations ou non? Non, je n'ai pas de nouvelles sur les propos du président. Le gouvernement pense que la garde révolutionnaire contrôle l'Iran. Comme l'a dit le secrétaire Rubio, aujourd'hui la direction est très fragmentée. En fait, nous avons neutralisé leur système de communication interne et cela fait partie du processus diplomatique. Nous devons découvrir exactement qui est aux commandes. Je sais qu'ils ont nommé un nouvel ayatollah dont j'ai peu entendu parler. Cela fait partie du processus diplomatique en cours. Caroline, j'en voudrais encore quelques-uns. Juste un merci. Tu as présenté les raisons humanitaires décrites pour permettre à ce pétrolier d'arriver à Cuba. Juste pour clarifier un point, pourquoi le gouvernement a-t-il accepté que la Russie envoie du pétrole spécifiquement à Cuba et pas vers d'autres destinations? Écoutez, cette décision continuera d'être prise au cas par cas pour des raisons humanitaires ou autres, mais notre politique de sanctions n'a pas changé.
La présidente mexicaine Sheinbaum a aussi annoncé que le Mexique examine la reprise de certains envois vers Cuba. Le gouvernement y consent-il maintenant? Aucun changement n'a été apporté à notre politique de sanctions. Nous nous réservons toujours le droit de saisir les navires, si cela est légalement applicable, qui se dirigent vers Cuba et enfreignent les sanctions des Yamilwai. Le président et le gouvernement se réservent aussi le droit de renoncer à ces saisies au cas par cas. Juste pour clarifier, de plus, les pétroliers russes seront autorisés à arriver à Cuba. Maintenant, chaque cas est particulier, mais pour la Russie, le feu vert est presque certain. Maintenant? Non, il a dit. Cela varie selon le cas. Caroline, bien sûr, Jeff peut bien en parler. En changeant de sujet. Le président a toujours assisté à la CEPAC, il ne l'a pas fait cette année parce qu'il n'a pas attaqué, et il croit que la CEPAC devient moins pertinente. Non, je ne pense pas qu'il croit cela du tout. En fait, il adore la CEPAC et il a une très bonne relation avec les excellentes personnes qui l'organisent, Mercedes et MatchLab. C'était simplement une question d'agenda cette année, car l'événement a eu lieu au Texas, Prazem. Pour l'agenda du président et ses engagements actuels, il valait mieux ne pas aller en Caroline. Miguel? Merci. Si l'accord avec l'Iran est finalisé, comment Zero et Causa protégeront-ils leurs partenaires de négociation afin de mettre en œuvre le plan de paix du président? Notre équipe de sécurité nationale en discute actuellement. Je n'ai rien à ajouter aujourd'hui. Carolina de l'Est. La salle de bal? Parlez-nous davantage de cet immense complexe militaire sous la nouvelle salle présidentielle. En fait, je ne peux rien vous dire de plus à ce sujet. Eh bien, cependant, les militaires apportent quelques améliorations à leurs installations ici à la Maison-Blanche. Je n'ai pas assez d'informations pour donner plus de détails pour l'instant. À vous, Reagan. Merci Caroline. Une question sur le Moyen-Orient et une autre sur l'Antifa. Netanyahou a déclaré dimanche que le cardinal Putrara pourra célébrer les cérémonies du dimanche des Rameaux à l'église du Saint-Sépulcre. Après avoir été initialement empêché par la police israélienne, quelqu'un de l'administration ou le président a-t-il contacté les autorités israéliennes pour demander qu'elles aident le cardinal à ce sujet? J'ai discuté avec le secrétaire Rubio ce matin et exprimé nos préoccupations à Israël. Sur la fermeture de ces lieux sacrés, nous souhaitons que les fidèles y aient accès. Bien sûr, la sécurité est une priorité absolue et nous comprenons qu'Israël travaille sur ces mesures de sécurité pour rouvrir les lieux pendant la Semaine sainte. Et c'est quelque chose que nous apprécions. Caroline, bien sûr. Au Texas, 9 personnes ont été condamnées par un jury fédéral pour des accusations de terrorisme intérieur liées à l'Antifa. La Maison-Blanche a déjà indiqué qu'elle enquêtait sur l'Antifa, sur qui la finance, qui la dirige. Pourriez-vous nous donner une mise à jour sur l'avancement? Comment se déroule l'enquête? Pensez-vous que d'autres membres de l'Antifa seront accusés? Eh bien, je sais qu'une task force interagence a été créée pour se concentrer sur la menace de l'Antifa, déclarée organisation terroriste intérieure par le président. À juste titre, et nous continuerons à enquêter là-dessus. Je n'ai pas de mise à jour sur ces enquêtes spécifiques pour le moment, mais je demanderai volontiers à mon équipe de vous les transmettre aujourd'hui, car cela reste d'une importance capitale pour le président et son agenda de politique intérieure. JJ. Une question concernant les mines terrestres. Il y a des rapports selon lesquels des mines fabriquées aux États-Unis ont été détectées sur le sol iranien. Le président Trump a-t-il autorisé l'utilisation de mines terrestres américaines en Iran? Je n'ai pas de commentaires sur ce rapport aujourd'hui. Des commentaires à faire. Karine, bonjour Karine. 2 questions sur le DHS. Vous avez dit que le président encourage le Congrès à retourner à Washington DC. Vous avez vous-même dit que j'ai des commentaires à faire. Il l'a répété plusieurs fois. N'oubliez pas qu'il a annoncé organiser un grand dîner de Pâques à la Maison-Blanche. Si le Congrès affronte les démocrates sur cette question, ce qui était nécessaire, parce que, encore une fois, le Parti démocrate a tort. Ils ont voté 7 fois contre le financement du département de la sécurité intérieure, ce qui est complètement absurde, avec tout ce qui se passe. Les hommes et femmes du DHS méritent leur salaire. Le président souhaite cela et veut que le Congrès revienne régler ce problème. Merci beaucoup pour tout. Merci.